Mes parents sont venus à la lecture du testament de grand-père, tout sourire, planifiant déjà des rénovations. Ils ne l'avaient pas vu depuis 5 ans. C'est moi qui me suis occupé de lui dans ces derniers jours. Le notaire a lu environ 3 200 000 € puis mon nom. Maman a hurlé, papa me traite de voleuse. Je m'appelle Victor. J'ai 28 ans. Et il y a environ 3 mois, j'ai vu mes parents perdre la tête dans le bureau d'un notaire pour de l'argent auquel ils n'avaient absolument aucun droit. Je parle d'une crise de nerfs digne d'une pièce de théâtre. Ma mère a crié si fort que la réceptionniste au bout du couloir est accourue en pensant que quelqu'un avait une urgence médicale. Mon père m'a traité de voleur en plein visage devant une pièce remplie de monde. Et la meilleure partie, la plus drôle et la plus poétiquement ironique de toute cette histoire, c'est qu'ils se le sont infligé à eux-mêmes. Absolument tout. Mais je vais trop vite. Laissez-moi reprendre depuis le début. J'ai grandi dans une petite ville de la banlieue de Tours, dans le centre Val-de-Loire. Un endroit plutôt sympa si vous aimez les grandes surfaces et les opinions qu'on ne vous a pas demandées. Mes parents sont Philippe et Caroline, tous deux au milieu de la cinquantaine maintenant. Mon père travaille dans la logistique pour une entreprise de transport routier. Ma mère est comptable pour un cabinet dentaire. Ils ne sont pas pauvres, mais ils ne sont pas riches non plus. Solidement issus de la classe moyenne, de ceux qui pourraient s'acheter un bateau, mais pas le carburant pour le faire fonctionner, ce qui est exactement ce qui s'est passé quand j'avais 14 ans. Ce bateau est resté dans notre allée pendant 3 ans à ramasser les fientes d'oiseaux et les commérages du quartier. Je suis leur seul enfant, ce qui, on pourrait le penser, ferait de moi le centre de leur univers, mais mes parents ont toujours eu une relation étrange avec les obligations familiales. Plus précisément, ils n'y croyaient pas à moins d'en tirer profit. Ils aimaient l'idée de la famille, les photos de Noël, les pyjamas de fête assortis, toute la mise en scène. Mais quand il s'agissait d'être vraiment présent pour les autres, c'était le travail de quelqu'un d'autre. Ce qui m'amène à mon grand-père, Marcel. Le père de mon père. Marcel avait 79 ans quand il est décédé et il était le genre d'homme qu'on ne fait vraiment plus. Électricien à la retraite, il avait servi en Algérie, pouvait tout réparer avec du ruban adhésif et un juron bien choisi. Il vivait seul dans une ferme à environ 40 minutes de la ville, sur un terrain de 5 hectares qui appartenait à la famille depuis bien avant ma naissance. Ma grand-mère Simone est décédée quand j'avais 9 ans. Et après ça, Marcel s'est en quelque sorte installé dans sa routine. Il se réveillait à 5 heures, buvait du café noir sur sa terrasse, s'occupait de son potager, écoutait Johnny Hallyday et m'appelait tous les dimanches soirs pour me demander si je mangeais assez. Cette dernière partie est importante. Il m'appelait moi, pas mon père. Moi. Voyez-vous, mes parents et grand-père Marcel avaient ce que j'appelle généreusement une relation tendue. Mon père a toujours pensé que Marcel était trop têtu, trop vieux jeu, trop figé dans ses habitudes. Et écoutez, Marcel pouvait être bourru. Il n'était pas du genre à vous dire qu'il vous aimait toutes les 5 minutes. Mais il le montrait. Il l'a montré en conduisant 2 heures pour venir à ma remise de diplôme du lycée quand mon père a presque oublié l'heure. Il l'a montré en me glissant 300 € quand j'ai commencé mon BTS en gestion à l'IUT et en me disant de ne pas tout claquer en pizza, ce que j'ai absolument fait. Mais c'est hors de propos. Il l'a montré en étant présent. Mes parents ont cessé de rendre visite à Marcel environ 5 ans avant sa mort. 5 ans. Et ce n'était pas à cause d'une grosse dispute dramatique. Il n'y a pas eu de cris, de claquements de porte ou d'ultimatum. Ils ont juste arrêté d'y aller. Ça a commencé par rater quelques dîners du dimanche. Ensuite, c'était manquer son anniversaire. Puis Noël est devenu un coup de fil, et ensuite les appels sont devenus plus courts, et puis ils se sont juste évaporés complètement. Quand j'ai posé la question à mon père une fois, il a haussé les épaules et a dit « Ton grand-père sait où nous habitons ». Le téléphone marche dans les deux sens. Ce qui était gonflé de la part d'un homme qui a un jour conduit 45 minutes pour retourner un jean qui n'était pas de la bonne nuance de bleu. J'ai continué à lui rendre visite toutes les semaines, parfois 2 fois. Après avoir obtenu mon BTS en gestion à l'IUT, j'ai trouvé un emploi dans la comptabilité client pour une petite entreprise de BTP à environ 20 minutes de chez Marcel. C'était facile de passer après le travail avec ma camionnette. Je lui apportais des courses, je l'aidais à faire l'entretien du potager. Je m'asseyais sur la terrasse et j'écoutais ses histoires sur la fois où il s'était accidentellement électrocuté en installant un ventilateur de plafond pour une femme qui n'arrêtait pas de lui offrir de la limonade qui était définitivement alcoolisée.
Marcel avait des histoires à n'en plus finir. Quand j'ai eu 25 ans, les choses ont commencé à changer. La santé de Marcel a commencé à décliner. Rien de catastrophique au début. Il oubliait de petites choses, laissait la cuisinière allumée, m'appelait par le prénom de mon père. Puis il est tombé en sortant de la douche et s'est fait les 2 côtes. Je l'ai trouvé sur le sol de la salle de bain parce qu'il ne pouvait pas atteindre son téléphone. Il était resté là pendant près de 4 heures. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que personne d'autre n'allait prendre le relais. J'ai appelé mon père ce soir-là et je lui ai dit ce qui s'était passé. Vous savez ce qu'il a répondu? Eh bien, il est peut-être temps qu'il pense à l'une de ses maisons de retraite. C'était tout. Pas de est-ce qu'il va bien? Pas de je passerai ce week-end. Juste une suggestion de placer son propre père dans un établissement et de s'en laver les mains. Je suis honnêtement resté assis là, tenant mon téléphone pendant de bonnes 30 secondes après qu'il a raccroché, fixant simplement le mur, essayant de comprendre comment nous pouvions même être de la même famille. Alors, j'ai pris une décision. J'ai emménagé avec Marcel, j'ai rendu mon appartement, j'ai emballé mes affaires dans ma camionnette et je me suis installé dans la chambre d'amis de cette vieille ferme. Mes amis pensaient que j'étais fou. Mon collègue Romain m'a dit que j'avais 25 ans et que je devais sortir vivre ma vie, pas jouer les infirmiers. Et honnêtement, il n'avait pas tort. Mais voici la chose à propos de Marcel. Il ne m'a jamais demandé de le faire. En fait, il a essayé de m'en dissuader. Il m'a dit qu'il allait bien, qu'il s'occupait de lui-même depuis bien avant ma naissance. Mais je pouvais le voir dans ses yeux, le soulagement, la gratitude, le fait que quelqu'un dans sa famille en ait vraiment quelque chose à faire. J'ai annoncé à mes parents que j'emménageais avec grand-père. La réponse de ma mère a été, eh bien, c'est gentil de ta part, mais ne le laisse pas profiter de toi. Profiter de moi pour l'aider à ne pas mourir seul sur le sol d'une salle de bain. La barre de la compassion de mes parents n'était pas seulement basse, elle était souterraine, mon père en a dit encore moins. Juste un grognement et quelque chose sur le fait que je gâchais ma vingtaine, ce qui, encore une fois, vient de l'homme qui a passé sa vingtaine à construire une rampe de mise à l'eau qu'il n'a jamais utilisée. Donc, je ne suis pas sûr qu'il soit l'autorité en matière de gestion productive du temps. Pendant les 2 ans et demi qui ont suivi, j'ai pris soin de Marcel. J'ai cuisiné pour lui, je l'ai conduit à ses rendez-vous médicaux, j'ai géré ses médicaments, je me suis assis avec lui pendant les nuits difficiles où la confusion s'aggravait. J'ai plus appris sur la patience pendant ces années que dans toute ma vie. Et Marcel m'a aussi appris des choses. Comment recabler un interrupteur? Comment préparer son fameux pot-au-feu qui n'avait aucune raison d'être aussi bon? Comment s'asseoir en silence avec quelqu'un et faire en sorte que cela signifie plus que n'importe quelle conversation? Mes parents sont passés exactement 2 fois pendant tout ce temps. 2 fois. Et les 2 visites ont duré moins d'1 heure. Ils restaient dans le salon, l'air mal à l'aise, faisaient la conversation sur le temps qu'ils faisaient, et partaient. Ils n'ont jamais proposé leur aide. Ils n'ont jamais posé de questions sur ses médicaments ou ses médecins. Ils n'ont pas dit une seule fois, « Eh, Victor, as-tu besoin d'une pause ?» Pas une seule fois. Je ne savais pas pour l'argent. Je le jure sur tout ce que j'ai. Je n'en avais aucune idée. Marcel vivait modestement. Il conduisait une vieille Peugeot des années 90. Il portait les mêmes 4 chemises en flanelle à tour de rôle. Cet homme découpait des bons de réduction pour s'amuser. Si vous m'aviez dit qu'il avait plus de 40 000 € à son nom, je vous aurais ri au nez. Mais Marcel avait un secret, et il était de taille. Marcel est décédé un mardi, paisiblement dans son sommeil, ce qui est exactement comme il l'aurait voulu. Pas de chichi, pas de drame, pas de machine qui bip dans une chambre d'hôpital. Juste un homme qui a vécu une vie bien remplie s'éteignant paisiblement dans la maison qu'il a construite de ses propres mains. Je l'ai trouvé le lendemain matin quand je suis allé lui apporter son café. Il avait l'air si immobile, si calme, comme s'il avait finalement décidé de se reposer. Je me suis assis sur le bord de son lit pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je lui ai juste tenu la main et je lui ai dit merci. Je lui ai dit que j'étais désolé que le reste de sa famille ne se soit pas manifesté comme il le méritait. Je lui ai dit que sa recette de pot-au-feu allait survivre même si je n'arriverais probablement jamais à la reproduire exactement. Ensuite, j'ai appelé les pompes funèbres, puis j'ai appelé mon père. La première question de mon père, et je ne l'oublierai jamais de ma vie, a été, est-ce qu'il avait un testament? Pas que s'est-il passé?
Pas est-ce que tu vas bien? Pas j'aurais dû être là. Son père venait de mourir et son premier instinct a été de poser des questions sur la paperasse. Je lui ai répondu que oui, Marcel avait un testament et que son notaire, un homme nommé Maître Pierre Fontaine, s'occuperait de tout. Mon père a dit, bien. Fais-moi savoir quand aura lieu la lecture. Puis il a raccroché. J'ai planifié les funérailles moi-même, j'ai choisi le cercueil, j'ai écrit l'avis de décès, j'ai choisi les cantiques. Ma mère a appelé la veille de la cérémonie pour demander ce qu'elle devait porter, comme si c'était sa plus grande préoccupation. Je lui ai dit que ça n'avait pas d'importance. Elle s'est présentée dans une robe noire qu'elle avait clairement achetée pour l'occasion, l'étiquette encore à moitié coincée dans le col. Mon père portait un costume que je ne lui avais jamais vu. Il se tenait à l'avant de l'église, l'air sombre comme il se doit, acceptant les condoléances de personnes qui ne les avaient pas vues depuis des années, hochant tristement la tête comme s'ils avaient été aux côtés de Marcel pendant tout ce temps. J'ai dû puiser dans toutes mes réserves pour ne rien dire sur le moment. Mais c'étaient les funérailles de Marcel. Il méritait la dignité, même si les gens qui faisaient semblant de le pleurer n'en avaient pas. Après la cérémonie, mes parents sont revenus à la ferme. Ma mère parcourait les pièces comme si elle estimait un bien immobilier, glissant ses doigts sur les plans de travail, regardant par les fenêtres le terrain. Elle a dit, tu sais, avec quelques rénovations, cet endroit pourrait vraiment être incroyable. Mon père était dans le garage en train de fouiller dans les outils de Marcel, empilant des choses comme s'il divisait déjà la succession. Je l'ai regardé depuis l'encadrement de la porte de la cuisine et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. Juste une sorte de reconnaissance vide. Ces gens ne portaient pas le deuil. Ils faisaient du shopping. La lecture du testament était prévue 2 semaines après les funérailles. Maître Pierre Fontaine, le notaire de Marcel, m'a appelé personnellement pour confirmer les détails. C'était un homme calme d'une 60aine d'années, qui portait des lunettes trop grandes pour son visage, et qui avait le genre de présence apaisante qui vous met immédiatement en confiance. Il m'a dit d'être à son étude à 10 h du matin un jeudi. J'ai dit que j'y serais. Il a fait une pause au téléphone et puis il a dit quelque chose qui m'est resté. Il a dit, Victor, ton grand-père a beaucoup parlé de toi. Je veux que tu le saches. Je n'ai pas su quoi en penser sur le moment. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mes parents se sont présentés à la lecture du testament avec 15 minutes d'avance, ce qui était remarquable car mon père n'a jamais été en avance pour quoi que ce soit dans sa vie. Ni ma naissance, ni ma remise de diplôme, ni une seule réservation de restaurant. Mais pour ça, pour la lecture du testament d'un homme à qui il n'avait pas rendu visite en 5 ans. Il était là à 9h45, assis dans la salle d'attente avec les jambes croisées comme s'il allait conclure une affaire commerciale. Ma mère bourdonnait littéralement. Elle faisait ce truc qu'elle fait quand elle est excitée mais essaie de le cacher, où elle n'arrête pas de toucher ses cheveux et de regarder autour de la pièce comme si elle cataloguait tout ce qu'elle voyait. Sur le trajet, j'avais appris par ma tante Isabelle que mes parents avaient déjà parlé de ce qu'ils allaient faire de l'héritage. La ferme allait être rénovée. Nouvelle cuisine, nouvelle salle de bain, peut-être abattre un mur pour ouvrir le salon. Ils allaient vendre quelques hectares, et peut-être garder le reste pour les week-ends. Ma mère avait apparemment déjà choisi des plans de travail dans un magazine de bricolage. Des plans de travail. L'homme était mort depuis 12 jours. Je me suis assis dans la salle d'attente en face d'eux et ma mère m'a souri et m'a dit, n'est-ce pas excitant? Ton grand-père voudrait qu'on prenne soin de sa maison. J'ai failli rire. J'ai même senti ma bouche commencer à former un rire avant de me retenir. Cette femme n'avait pas mis les pieds dans cette maison plus de 2 fois en 5 ans. Et maintenant, elle agissait comme s'il s'agissait d'un héritage familial dont elle s'était occupée avec amour. J'ai juste hoché la tête et j'ai regardé le sol. Maître Pierre Fontaine nous a fait entrer. Son étude était petite, lambrissée de bois avec des étagères garnies de livres sur chaque mur. Il y avait une table de conférence au milieu avec 4 chaises. Maître Pierre Fontaine s'est assis en bout de table. Mes parents ont pris un côté et je me suis assis de l'autre. Ma tante Isabelle était au téléphone car elle vivait dans un autre département. Elle était la fille de Marcel, la sœur de mon père, et elle et Marcel avaient leur propre histoire compliquée, mais au moins elle l'appelait pour les fêtes. Maître Pierre Fontaine a ouvert un dossier, a mis ses lunettes et a commencé à lire. Il a commencé par le jargon juridique standard, le jeu, Marcel Dupont, étant sain d'esprit, des choses que personne n'écoute vraiment.
Mon père tapotait du doigt sur la table. Ma mère avait les mains croisées sur ses genoux comme si elle priait. Puis maître Pierre Fontaine en est venu aux actifs, et c'est là que l'atmosphère a changé. La succession totale de Marcel, y compris tous les biens immobiliers, avoirs financiers, comptes d'investissement et biens personnels, est évalué à environ 3 200 000 euros. Le silence qui a suivi était assourdissant. La mâchoire de ma mère est tombée. Mon père a arrêté de tapoter. Je suis presque sûr que j'ai arrêté de respirer. 3 200 000 euros d'un homme qui découpait des bons de réduction et conduisait une vieille Peugeot avec 200 000 km au compteur. Il s'est avéré que Marcel investissait discrètement depuis des décennies. Des actions, des obligations, quelques propriétés locatives dont personne dans la famille n'avait connaissance. Il vivait comme s'il n'avait rien parce qu'il le voulait bien, pas parce qu'il y était obligé. Maître Pierre Fontaine a poursuivi. Il a lu que la ferme et l'ensemble des 5 hectares devaient être placés dans une fiducie. Les propriétés locatives devaient être liquidées et les bénéfices distribués selon les instructions spécifiques de Marcel. Et puis est venue la partie qui a fait exploser toute la pièce. La totalité de la succession, tous les actifs financiers, la ferme, le terrain et tous les biens restants, sont laissés uniquement à mon petit-fils, Victor. Ma mère a fait un bruit. Je ne sais même pas comment le décrire. C'était quelque chose entre un halètement et un cri, comme le son qu'une personne fait quand elle fonce dans une porte envers qu'elle n'avait pas vue. Le visage de mon père est passé de la confusion à une colère rouge vif en environ 2 secondes chrono. Il a frappé du poing sur la table et a dit « Ce n'est pas juste. Ce n'est pas possible. Lisez-le encore. » Maître Pierre Fontaine l'a regardé par-dessus ses lunettes surdimensionnées et a dit très calmement « Je l'ai lu correctement, Philippe. Votre père a été très précis. » Mon père s'est levé. Il m'a pointé du doigt de l'autre côté de la table et a dit « Tu as fait ça. Tu as emménagé là-bas et tu l'as manipulé. Tu es un voleur, Victor. Un voleur. Et voilà. L'homme qui n'avait pas rendu visite à son propre père en 5 ans me traitait de voleur pour avoir été le seul à être présent. Le reste de la lecture du testament fut un chaos. Ma mère a commencé à pleurer. Pas le genre de pleurs silencieux et digne, mais le genre bruyant, théâtral, qui fait couler le mascara, qu'elle réserve pour un impact maximal. Elle n'arrêtait pas de dire « Comment a-t-il pu nous faire ça? Nous sommes ses enfants. » Mon père faisait les 100 pas dans la petite étude comme un animal en cage, exigeant que maître Pierre Fontaine explique comment un homme avec des facultés cognitives sur le déclin pouvait prendre des décisions légales concernant une succession de cette taille. Maître Pierre Fontaine, à son immense crédit, n'a pas bronché. Il a sorti un deuxième document et a expliqué que Marcel avait subi une évaluation cognitive 6 mois avant la finalisation du testament, administrée par un médecin indépendant, et avait été jugé pleinement compétent. Marcel savait exactement ce qu'il faisait. Il avait planifié cela avec une précision chirurgicale. Ma tante Isabelle, toujours sur haut-parleur, était restée silencieuse pendant la majeure partie de l'incident. Quand mon père a finalement fait une pause dans ses vociférations assez longues pour que quelqu'un d'autre puisse parler, elle a dit « Philippe, à quand remonte ta dernière visite à papa ?» Mon père n'a pas répondu. Elle a dit « C'est bien ce que je pensais. » Ensuite, elle a dit à maître Pierre Fontaine qu'elle n'avait aucune objection au testament et elle a raccroché. Je n'ai pas dit un mot pendant tout ça. Je suis juste resté assis là, fixant la table, essayant de digérer le fait que mon grand-père m'avait tout laissé. Pas parce que je m'y attendais. Pas parce que j'avais comploté pour ça, mais parce que j'étais celui qui était présent. C'est tout ce que c'était. J'ai été présent. Mes parents ne m'ont pas adressé la parole pendant les 3 semaines suivantes. Silence radio total. Pas d'appel, pas de texto, rien. On pourrait penser que ce serait un soulagement, et d'une certaine manière ça l'était, mais il y a quelque chose de particulièrement douloureux quand ses propres parents vous ignorent. Même quand on sait qu'on n'a rien fait de mal, il y a cette petite voix au fond de la tête qui murmure qu'on aurait peut-être dû gérer ça différemment. Qu'on aurait peut-être dû partager, qu'on aurait peut-être dû dire quelque chose dans cette pièce au lieu de rester assis en silence. J'ai lutté avec cette voix pendant des jours. Puis les appels ont commencé, pas directement de mes parents, mais de membres de la famille dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Des cousins, des oncles, la sœur de ma mère, que j'avais vue peut-être 4 fois dans toute ma vie. Tous soudainement très intéressés par la façon dont j'allais, comment je gérais la succession, si j'avais pensé à faire ce qu'il fallait et à partager l'héritage avec mes parents.
Ma cousine Chloé m'a même appelé et m'a dit, « Victor, la famille c'est la famille. Ça n'a pas de prix. » Je lui ai dit que j'étais d'accord, ce qui est exactement pourquoi je n'ai pas abandonné mon grand-père quand il a eu besoin de quelqu'un. Elle est devenue très silencieuse et a changé de sujet. Ma mère a finalement rompu le silence avec un texto qui était si long qu'il est arrivé en 3 messages distincts. L'essentiel était que j'avais trahi la famille, que j'avais profité d'un vieil homme malade, et que si j'avais un minimum de décence, je donnerais à mes parents leur juste part. Elle a terminé par « Ton père et moi t'avons tout donné en grandissant. Voilà comment tu nous remercies. » Je l'ai lu 2 fois, j'ai posé mon téléphone et je suis allé me promener sur la propriété. Le potager de Marcel commençait à être envahi par les mauvaises herbes. Les tomates qu'il avait plantées au printemps dernier poussaient de manière sauvage et indisciplinée. J'en ai cueilli quelques-unes, je les ai rentrées et je me suis fait un sandwich. Et j'ai pensé à quel point Marcel aurait ri de tout ce gâchis. Il aurait secoué la tête et dit quelque chose comme « Les gens te montrent qui ils sont quand il y a de l'argent sur la table, gamin. » Le coup suivant est venu d'une direction que je n'attendais pas. Mon père a engagé un avocat. Pas le genre d'avocat comme maître Pierre Fontaine, calme et mesuré. Non, mon père s'est trouvé un certain maître Damien Leclerc qui, apparemment, se spécialisait dans la contestation de testaments et avait un site web qui semblait avoir été conçu il y a 20 ans. Maître Damien Leclerc m'a envoyé une lettre officielle affirmant que le testament de Marcel était le produit d'une influence indue, que j'avais systématiquement isolé un homme âgé de sa famille dans le but de détourner son héritage. La lettre exigeait que le testament soit invalidé et que les actifs soient distribués selon les règles de la succession AB intestat, ce qui aurait donné des parts égales à mon père et à ma tante Isabelle. Lire cette lettre m'a fait l'effet d'un coup dans le ventre. Pas parce que j'avais peur de la menace légale. Maître Pierre Fontaine m'avait déjà dit que le testament était inattaquable, mais parce que mon propre père m'accusait officiellement, légalement et par écrit, d'avoir exercé une influence indue sur une personne âgée. Le gamin qui a abandonné son appartement, sa vie sociale et 2 ans et demi de sa vingtaine pour s'assurer que son grand-père ne meure pas seul, était qualifié de manipulateur. L'ironie était si épaisse qu'on pouvait s'y étouffer. Je ne vais pas prétendre que j'ai géré ça avec élégance au début. J'ai eu environ une semaine où je ne voulais pas sortir du lit. Je me suis fait porter pâle au travail 2 fois. Mon pote Romain est passé à la ferme et m'a trouvé en train de manger des céréales sur la terrasse à 14 heures, toujours dans les vêtements de la veille. Il s'est assis à côté de moi et a dit « Tu ressembles à une poubelle ». J'ai dit « Merci, Romain. C'est très utile ». Il a dit « Lève-toi, douche-toi, appelle un avocat ». Dans cet ordre. Romain n'est pas éloquent, mais il est efficace. Alors, je me suis levé, je me suis douché et j'ai appelé maître Pierre Fontaine, qui m'a orienté vers une femme nommée maître Laura Bertrand. Maître Laura Bertrand était une avocate spécialisée dans les litiges successoraux qui exerçait depuis 20 ans et avait la réputation d'être le genre de personne qu'on voulait avoir de son côté, et qu'on ne voulait absolument pas avoir dans le camp adverse. Elle était vive, directe et n'avait aucune tolérance pour les absurdités. Dans l'heure qui a suivi notre première rencontre, elle avait passé en revue le testament, l'évaluation cognitive et la lettre de maître Damien Leclerc, et elle m'a regardé et a dit « Le dossier de votre père ne tient pas la route. C'est une tentative d'extorsion en costume-cravate. » Maître Laura Bertrand a pris en charge ma défense, et soudain, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Elle a déposé une réponse à la contestation qui était si complète et méthodique qu'elle se lisait comme un manuel de droit. Elle a inclus l'évaluation cognitive, le témoignage du médecin de Marcel, les déclarations des voisins de Marcel qui m'avaient vu aller et venir pendant des années, et une chronologie détaillée montrant exactement à quelle fréquence mes parents étaient venus lui rendre visite. C'est-à-dire presque jamais. Pendant que maître Laura Bertrand s'occupait de l'aspect juridique, j'ai commencé à remettre ma vie sur les rails dans d'autres domaines. J'avais été tellement absorbé par les soins, puis par le deuil, puis par les drames familiaux que j'avais laissé tout le reste de côté. Mon travail à l'entreprise de BTP était bien, mais j'avais toujours voulu plus. Marcel me disait toujours que j'étais trop intelligent pour passer ma journée à taper des chiffres dans un tableur, et honnêtement, il avait raison. J'ai donc rejoint un programme en ligne pour terminer ma licence en administration des affaires. J'étudiais le soir dans l'ancien bureau de Marcel, au même bureau où il avait l'habitude de faire ses mots croisés. Parfois, je trouvais encore ses marques de crayon dans les marges de vieux journaux. J'avais l'impression qu'il était toujours là, à m'encourager à sa manière silencieuse. J'ai aussi commencé à m'occuper de la propriété, à vraiment m'en occuper.
J'ai réparé la clôture qui s'affaissait depuis des années. J'ai repeint la grange, j'ai repris le potager en main. J'ai embauché un jeune du coin nommé Julien pour m'aider avec le travail pénible le week-end. L'endroit a commencé à avoir meilleure allure qu'il ne l'avait eu depuis une décennie. Marcel aurait été fier. Je pouvais le sentir. Environ 2 mois après la lecture du testament, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel d'une femme nommée Madame Hélène Caron qui dirigeait une association locale à but non lucratif qui aidait les anciens combattants âgés avec des soins à domicile et de la compagnie. Elle avait lu des choses sur Marcel dans l'avis de décès et avait d'une manière ou d'une autre entendu parler de ma situation grâce aux rumeurs de la petite ville. Elle m'a demandé si je serais prêt à partager mon histoire lors d'une collecte de fonds qu'ils organisaient. J'ai dit oui, surtout parce que Marcel l'aurait voulu, et en partie parce que j'avais besoin d'en parler avec quelqu'un qui ne soit pas un avocat ou un parent ayant des arrière-pensées. Cet événement a changé ma vie d'une manière que je n'avais pas vu venir. Mais d'abord, les choses devaient empirer un peu avant de s'améliorer, parce que mes parents n'avaient pas fini. Loin de là. La collecte de fonds pour l'association de Madame Hélène Caron a eu lieu dans un centre communautaire à environ 30 minutes de la ferme. Ce n'était pas un événement luxueux, des chaises pliantes, une table de buffet à partager, un projecteur qui a mis 15 minutes à se connecter à un ordinateur portable. Mais la salle était remplie de personnes qui se souciaient sincèrement des anciens combattants âgés. Et quand je me suis levé et que j'ai parlé de Marcel, de qui il était, de ce que cela signifiait de regarder quelqu'un qu'on aime s'effacer, pendant que les personnes qui auraient dû être là ne l'étaient pas, j'ai vu des gens hocher la tête. Certains pleuraient. Un monsieur plus âgé dans la rangée du fond m'a salué militairement quand j'ai eu fini, et j'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas m'effondrer. Après l'événement, un homme nommé Arnaud Chevalier s'est approché de moi. Arnaud avait la cinquantaine, l'air soigné, une poignée de main ferme, le genre de type qui avait l'air d'avoir réussi dans tout ce qu'il avait entrepris. Il s'est avéré qu'il dirigeait une entreprise régionale de gestion et de promotion immobilière, et il était dans le public parce qu'il était un donateur de l'association de Madame Hélène Caron. Il m'a dit qu'il était ému par mon histoire et m'a demandé ce que je comptais faire de la ferme et du terrain. Je lui ai dit honnêtement que je n'avais pas encore décidé. Il m'a tendu sa carte et a dit, « Quand tu seras prêt, appelle-moi. » Un terrain comme ça a du potentiel, et je pense que tu en as aussi. Je ne l'ai pas appelé tout de suite. J'avais des choses plus urgentes à régler, car mes parents avaient décidé de faire passer leur campagne de la pression familiale passive-agressive au sabotage actif. Ma mère a commencé à publier sur les réseaux sociaux. Rien qui ne me nomme directement, mais tout le monde savait de qui elle parlait. Elle écrivait des choses comme « C'est déchirant de voir son propre enfant nous tourner le dos ». Et certaines personnes feraient n'importe quoi pour de l'argent, même trahir leurs propres parents. Elle recevait 30 ou 40 commentaires de gens qui lui envoyaient des émoticônes de prière et lui disaient qu'elle méritait mieux. Ça me faisait bouillir le sang, mais maître Laura Bertrand m'a dit de ne pas réagir. Laissez-les parler, a-t-elle dit. Chaque publication qu'ils font est une munition pour nous. Elle avait raison. Parce que l'avocat de mon père, maître Damien Leclerc, avait officiellement déposé la contestation du testament, et maintenant nous allions au tribunal judiciaire. Maître Laura Bertrand s'était préparée pour cela comme un général se préparant pour la bataille. Elle était méticuleuse. Elle avait compilé une chronologie de chaque visite que mes parents avaient faite à Marcel au cours de la dernière décennie, recoupée avec les relevés téléphoniques et les témoignages des voisins de Marcel. L'image que cela dressait était accablante. Dans les 5 années précédant la mort de Marcel, mes parents lui avaient rendu visite au total 4 fois. 4. Ils avaient appelé peut-être une fois tous les 2 ou 3 mois, et les appels duraient en moyenne moins de 5 minutes. Pendant ce temps, j'avais été là presque tous les jours pendant 2 ans et demi. Mais maître Laura Bertrand avait autre chose. Quelque chose que mes parents ignoraient. Quand maître Pierre Fontaine avait aidé Marcel à rédiger son testament, Marcel avait insisté pour écrire une lettre personnelle pour l'accompagner. Maître Pierre Fontaine l'avait gardée scellée selon les instructions de Marcel, pour n'être ouverte que si le testament était contesté. Quand maître Laura Bertrand m'a parlé de la lettre, j'ai senti les poils de ma nuque se dresser. Marcel savait. Il savait qu'ils allaient se battre. Il savait qu'il viendrait chercher l'argent à la seconde où il serait parti et il s'y était préparé. Maître Pierre Fontaine a donné la lettre à maître Laura Bertrand et elle me l'a lue dans son cabinet. Je vais partager ce dont je me souviens, car c'est important. Marcel l'avait écrite de sa propre main sur du papier de cahier à ligne, le même genre qu'il utilisait pour les listes de courses.
Elle disait à peu près ceci. Si vous lisez ceci, cela signifie que mon fils Philippe fait exactement ce à quoi je m'attendais. Il se bat pour un argent qu'il n'a pas gagné venant d'un père à qui il ne rendait pas visite. Je veux qu'on sache que j'ai pris cette décision avec un esprit clair et un cœur rempli. Victor a donné des années de sa vie pour s'occuper de moi. Il a cuisiné pour moi. Il m'a conduit à tous mes rendez-vous. Il s'est assis avec moi lors des mauvaises nuits où je ne savais plus où j'étais ni qui j'étais. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais rien demandé en retour. Philippe et Caroline ont choisi de rester à l'écart. C'était leur droit. Mais les choix ont des conséquences. Je ne punis pas mon fils. Je récompense mon petit-fils. Il y a une différence. J'ai dû quitter le cabinet de maître Laura Bertrand et m'asseoir dans ma camionnette pendant environ 10 minutes après ça. Je n'étais pas triste. J'étais submergé d'émotions, car même d'outre-tombe, Marcel veillait toujours sur moi, se battait toujours pour moi, était toujours présent de la seule manière dont il le pouvait. Maître Laura Bertrand m'a dit que la lettre allait être décisive, mais elle voulait monter un dossier si solide que nous n'en aurions même pas besoin. Elle a assigné à comparaître les relevés téléphoniques, les dossiers médicaux et les registres des visiteurs du cabinet du médecin de Marcel. Elle a obtenu des déclarations écrites de 6 des voisins de Marcel, qui ont tous confirmé qu'ils m'avaient vu régulièrement à la ferme et qu'ils avaient rarement, voire jamais, vu mes parents. Elle a même retrouvé l'aide à domicile qui venait 2 fois par semaine pendant la dernière année de Marcel, une femme nommée Madame Sandrine Vidal, qui a témoigné que pendant tout le temps où elle s'était occupée de Marcel, elle n'avait jamais rencontré Philippe ou Caroline. Pas une seule fois. Pendant que maître Laura Bertrand construisait cette forteresse légale, j'ai finalement appelé Arnaud Chevalier. Nous nous sommes retrouvés pour prendre un café dans un restaurant en ville et il m'a présenté une proposition. Il voulait s'associer avec moi pour développer une partie du terrain en une petite communauté de maisons abordables ciblant spécifiquement les anciens combattants et les primo-accédants. Il s'occuperait de la partie développement. Je conserverais la propriété du terrain et une part des revenus. C'était une affaire intelligente et c'était exactement le genre de choses que Marcel aurait soutenu. Un homme qui a servi son pays, utilisant ses terres pour aider d'autres personnes qui avaient servi le leur. J'ai dit à Arnaud que je devais y réfléchir, mais honnêtement, j'avais déjà pris ma décision. C'était la bonne chose à faire. J'ai aussi terminé ma licence pendant cette période. J'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 3,7, ce qui n'est pas mal pour un gars qui menait simultanément une bataille juridique, gérait une succession et apprenait à réparer un moteur de tracteur avec des vidéos en ligne. Le bureau de Marcel est devenu mon centre de commandement. J'avais des dossiers juridiques d'un côté, des manuels scolaires de l'autre, et une photo encadrée de Marcel au milieu, me regardant avec ce demi-sourire qu'il faisait quand il savait que j'allais dire quelque chose avec lequel il ne serait pas d'accord. La date d'audience était fixée à un jeudi d'octobre. Maître Laura Bertrand m'a appelé la veille au soir et m'a dit qu'elle était confiante. Elle a dit, « Victor, je fais ça depuis 20 ans. C'est l'un des cas les plus évidents que j'ai jamais vus. Ton grand-père voulait que tu aies ça, et il s'est assuré que personne ne puisse te le prendre. » Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Ensuite, je suis sorti sur la terrasse, je me suis assis dans le fauteuil de Marcel et j'ai regardé la propriété. La clôture était droite. La grange était peinte. Le potager était florissant. J'avais bien agi envers cet endroit, et j'avais bien agi envers lui. Demain, j'allais le prouver. Mon téléphone a vibré vers 21h ce soir-là. C'était un texto de ma mère. Elle a écrit, « J'espère que tu pourras dormir cette nuit en sachant ce que tu as fait à cette famille. » Je l'ai lu, j'ai posé mon téléphone, et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais. J'avais imaginé quelque chose tiré d'une série judiciaire avec des bancs en bois et un éclairage dramatique, mais ce n'était qu'une pièce ordinaire avec des néons et une juge qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Mes parents étaient déjà installés quand je suis arrivé. Mon père portait le même costume qu'aux funérailles de Marcel, et ma mère s'était coiffée comme si elle allait à un brunch. Leur avocat, maître Damien Leclerc, mélangeait des papiers, et avait l'air aussi confiant qu'un homme qui venait de réaliser qu'il avait apporté un pistolet à eau à un combat à l'épée. Maître Laura Bertrand était calme. Elle l'était toujours. Elle a posé sa mallette, a rangé ses dossiers avec la précision d'un chirurgien préparant ses instruments, et m'a fait un petit signe de tête. Je me suis assis derrière elle, et j'ai essayé d'empêcher ma jambe de trembler. Maître Damien Leclerc a commencé.
Il a plaidé que j'avais exercé une influence indue sur Marcel pendant une période de déclin cognitif. Il a soutenu qu'en emménageant dans la ferme, j'avais isolé Marcel de sa famille et je l'avais manipulé pour qu'il change son testament. Il a utilisé des mots comme prédateur et calculé et exploitation d'une personne âgée vulnérable. C'était dur à entendre, pas parce que c'était convaincant, mais parce que mon propre père était assis à 3 mètres de là, hochant la tête pendant qu'un inconnu m'accusait d'avoir abusé de l'homme que j'aimais le plus au monde. Ensuite, maître Laura Bertrand s'est levée et la température de la pièce a changé. Elle a commencé par la chronologie. Elle l'a affiché sur un écran, mois par mois, année par année, documentant chaque visite, chaque appel téléphonique, chaque rendez-vous médical. D'un côté, il y avait ma colonne, danse en entrée, visites hebdomadaires, visites quotidiennes après mon emménagement, des dizaines de rendez-vous chez le médecin, des allers-retours à la pharmacie, des courses. De l'autre côté, il y avait la colonne de mes parents. Elle était presque vide pour les visites sur 5 ans. Une poignée d'appels téléphoniques, pour la plupart de moins de 5 minutes. Le visuel était stupéfiant. Cela ressemblait à un diagramme en barre où une barre touchait le plafond et l'autre était à peine une tache sur le sol. Ensuite, elle a fait venir les témoins. Madame Sandrine Vidal, l'aide à domicile, a témoigné que pendant tous les mois où elle s'était occupée de Marcel, elle n'avait jamais rencontré mes parents. Elle a dit que c'était moi qui veillais à ce que les médicaments de Marcel soient organisés, qui m'assurait qu'il mangeait, qui m'asseyait avec lui quand les épisodes de confusion frappaient. Elle a dit que Marcel parlait de moi constamment et qu'il était fier de moi d'une manière qu'elle voyait rarement chez les patients parlant de leur famille. Le voisin de Marcel, un homme nommé Monsieur Lucien Bernard, qui habitait à côté depuis 30 ans, a témoigné qu'il voyait mon père rendre visite régulièrement quand j'étais enfant, mais que les visites s'étaient réduites à néant au moment où Marcel avait atteint l'âge de 70 ans. Monsieur Lucien Bernard a dit, et je me souviens de cela exactement parce que c'était tellement typique de Philippe. Philippe a cessé de venir quand il n'y avait plus rien d'amusant à faire. Marcel n'était plus un jeune homme, et Philippe ne voulait pas gérer ça. Victor l'a fait. Maître Damien Leclerc a essayé de mener un contre-interrogatoire, mais il n'avait pas grand-chose avec quoi travailler. Il a demandé à Madame Sandrine Vidal si Marcel avait déjà exprimé son mécontentement envers mes parents, essayant d'établir que j'avais monté Marcel contre eux. Madame Sandrine Vidal a répondu, Marcel ne disait pas de mal d'eux. Il a juste cessé de les mentionner. C'était pire. Maître Damien Leclerc s'est rassis après ça, l'air d'un homme qui venait de perdre une partie d'échecs en 4 coups. Ensuite, Maître Laura Bertrand a joué sa dernière carte. Elle a soumis la lettre de Marcel au tribunal. La juge l'a lue en silence, et j'ai vu son expression changer. Pas de façon dramatique. Les juges sont formés pour être neutres, mais il y a eu un léger adoucissement autour de ses yeux, un petit pincement de ses lèvres. Elle l'a lu 2 fois. Quand Maître Laura Bertrand a lu des parties à voix haute pour le procès-verbal, la salle d'audience est devenue si silencieuse que je pouvais entendre les néons bourdonner. Je ne punis pas mon fils. Je récompense mon petit-fils. Il y a une différence. Ces mots ont résonné comme un marteau sur du verre. Ma mère a recommencé à pleurer, mais cette fois, c'était différent. Ce n'étaient pas les pleurs de façade de la lecture du testament. C'était le son de quelqu'un qui venait de réaliser, peut-être pour la première fois, qu'elle avait mérité ce résultat. Mon père regardait droit devant lui, la mâchoire serrée, les mains agrippées au bord de la table. Il ne m'a pas regardé. La juge a statué en ma faveur. Elle n'a trouvé aucune preuve d'influence indue. Elle a noté que le testament avait été exécuté correctement avec une pleine compétence cognitive vérifiée, et a souligné que les plaignants n'avaient pas réussi à démontrer une relation significative avec le défunt dans les années précédant sa mort. Elle a utilisé une phrase que j'ai repassée dans ma tête une centaine de fois depuis. Elle a dit que les preuves présentées démontrent clairement que les souhaits du défunt n'étaient pas seulement rationnels, mais reflétaient la réalité de ses relations. En d'autres termes, Marcel a laissé sa succession à la personne qui se souciait réellement de lui, et il n'y avait rien d'irrationnel à cela. L'avocat de mon père a essayé de déposer une requête en appel, mais Maître Laura Bertrand l'avait déjà anticipé. Elle a présenté un document secondaire qui incluait une clause du testament de Marcel stipulant que toute partie qui contesterait le testament et perdrait serait exclue de toute contrepartie future de la succession. Marcel avait littéralement intégré une conséquence pour ce scénario exact. Cet homme jouait aux échecs depuis l'au-delà. Après le verdict, mes parents ont quitté la salle d'audience sans m'adresser un mot. Ma mère est passée devant moi,
les yeux fixés droit devant elle comme si j'étais un meuble. Mon père a marqué une pause d'une demi-seconde à la porte et j'ai cru qu'il allait dire quelque chose. Il ne l'a pas fait. Il a juste secoué la tête et est sorti. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'eux depuis. C'était il y a 3 mois. Voici où en sont les choses aujourd'hui. La ferme est entièrement restaurée. Nouveau toit, nouvelle plomberie, mais j'ai gardé la structure exactement comme Marcel l'avait laissée. Son fauteuil est toujours sur la terrasse. Sa tasse de café est toujours dans le placard. Il y a des choses qu'on ne change pas. Le projet de développement avec Arnaud est en cours. Nous avons commencé les travaux de la première phase le mois dernier. 6 maisons abordables pour les anciens combattants à l'extrémité sud de la propriété. Le journal local a fait un article dessus et ils l'ont intitulé l'héritage d'un ancien combattant perdure. J'ai découpé cet article et je l'ai épinglé au mur dans le bureau de Marcel, juste à côté de son ancienne photo militaire. J'ai terminé mes études et on m'a proposé un poste dans l'entreprise d'Arnaud pour gérer les opérations commerciales. C'est le premier emploi que j'ai jamais eu où j'ai l'impression de construire quelque chose qui compte. Je ne fais plus seulement que taper des chiffres dans un tableur. Je crée quelque chose dont Marcel aurait été fier. Ma tante Isabelle m'a appelé la semaine dernière. Elle m'a dit qu'elle était désolée de ne pas avoir été plus présente dans la vie de Marcel et qu'elle était heureuse que l'héritage aille à quelqu'un qui l'utiliserait bien. C'était un appel court, mais qui signifiait beaucoup. Toutes les branches d'un arbre généalogique brisé ne sont pas pourries. Quant à mes parents, j'entends des choses par le bouche à oreille. Ma mère a retiré toutes ses publications sur les réseaux sociaux. Mon père a apparemment dit à quelques personnes au travail que toute l'histoire avait été montée en épingle et que lui et moi avions juste des perspectives différentes. Ce qui est une façon de décrire le fait d'abandonner son père et d'essayer ensuite de contester l'héritage du fils qui ne l'a pas fait. Des perspectives différentes. Bien sûr, Philippe. Est-ce qu'il me manque? Honnêtement, certains jours, oui. Pas la version 2 qui s'est présentée à la lecture du testament avec l'argent plein les yeux. Les parents que je pensais avoir quand j'avais 8 ans et que mon père m'apprenait à faire du vélo dans l'allée me manquent. La mère qui me faisait des crêpes en forme d'animaux le samedi matin me manque. Ces personnes sont peut-être encore là, quelque part, enfouies sous des couches d'arrogance et de ressentiment. Mais ce n'est pas mon travail de les en sortir. J'ai passé 2 ans et demi à sortir quelqu'un de la solitude et de la négligence, et ce n'était pas eux. Le week-end dernier, je me suis assis sur la terrasse dans le fauteuil de Marcel avec une tasse de café noir, regardant le soleil se lever sur la propriété. La clôture était droite. La grange était peinte. Les premières fondations des maisons pour les anciens combattants étaient visibles sur la colline sud et je pouvais presque l'entendre. Cette voix bourrue portée par l'air du matin disant quelque chose comme « Pas mal, gamin. » Pas mal du tout. Il avait raison. Ce n'est pas mal du tout. C'est exactement ce qu'il voulait. Et pour la première fois depuis longtemps, c'est exactement ce que je veux. Commentaire, cette vidéo m'a vraiment touché et j'espère qu'elle vous a aussi fait réfléchir. Ce qui m'a marqué, c'est l'importance de savoir poser ses limites, même avec les personnes les plus proches. La véritable gentillesse se manifeste par des actes concrets et une présence sincère. Assumer ses responsabilités envers ceux qui en ont besoin nous rend plus forts intérieurement. Apprendre à choisir la paix plutôt que de chercher sans cesse l'approbation des autres est libérateur. La guérison commence le jour où l'on cesse de porter seul le poids des attentes familiales. Votre estime de soi doit venir de l'intérieur, et non des réactions de votre entourage. Je vous encourage à réfléchir à vos propres relations et à ce que vous êtes prêt à accepter. Construire une vie alignée avec ses valeurs profondes apporte une sérénité durable. Prenez soin de vous et avancez avec la bienveillance que vous méritez. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.